enfance, j'étais noté pour la docilité et l'humanité de mon caractère. Ma tendresse de cœur était même si remarquable qu'elle avait fait de moi le jouet de mes camarades. J'étais particulièrement fou des animaux et mes parents m'avaient permis de posséder une grande variété de favoris. Je passais presque tout mon temps avec eux et je n'étais jamais si heureux que quand je les nourrissais et les caressais. Cette particularité de mon caractère s'accrut avec ma croissance et quand je devins homme, j'en fis une de mes principales sources de plaisir. Je me mariai de bonne heure et je fus heureux de trouver dans ma femme une disposition sympathique à la mienne. Observant mon goût pour ses favoris domestiques, elle ne perdit jamais une occasion de me procurer ceux de l'espèce la plus agréable. Nous eûmes des oiseaux, un poisson doré, un beau chien, des lapins, un petit singe et un chat. Ce dernier était un animal remarquablement fort et beau, entièrement noir, et d'une sagacité merveilleuse. En parlant de son intelligence, ma femme, qui au fond n'était pas peu pénétrée de superstition, faisait de fréquentes allusions à l'ancienne croyance populaire qui regardait tous les chats noirs comme des sorcières déguisées. Elle avait à la longue pris une rigoureuse netteté de contour. Elle était maintenant l'image d'un objet que je frémis de nommer. Et c'était là, surtout, ce qui me faisait prendre le monstre en horreur et en dégoût, et m'aurait poussé à m'en délivrer si j'avais osé. C'était maintenant, dis-je, l'image d'une hideuse, d'une sinistre chose, l'image du gibet. Oh, lugubre et terrible machine, machine d'horreur et de crime, d'agonie et de mort. Le second et troisième jour s'écoulèrent et cependant mon bourreau ne vint pas. Une fois encore, je respirais comme un homme libre. Le monstre, dans sa terreur, avait vidié les lieux pour toujours. Mon bonheur était suprême. La criminalité de ma ténébreuse action ne m'inquiétait que fort peu. On avait bien fait une espèce d'enquête, mais elle s'était satisfaite à bon marché. Une perquisition avait même été ordonnée, mais naturellement, on ne pouvait rien découvrir. Je regardais ma félicité à venir comme assurée. Le quatrième jour depuis l'assassinat, une troupe d'agents de police vint très inopinément à la maison et procéda de nouveau à une rigoureuse investigation des lieux. Confiant néanmoins dans l'impénétrabilité de ma cachette, je n'éprouvai aucun embarras. Les officiers me firent les accompagner dans leurs recherches. Ils ne laissèrent pas un coin, pas un angle inexploré. À la fin, pour la troisième ou la quatrième fois, ils descendirent dans la cave. Pas un muscle en moi ne tressaillit. Mon cœur battait paisiblement, comme celui d'un homme qui dort dans l'innocence. J'arpentais la cave d'un bout à l'autre, je croisais mes bras sur ma poitrine et me promenais çà et là avec aisance. La police était pleinement satisfaite et se préparait à décamper. Il est impossible de dire comment l'idée entra primitivement dans ma cervelle. Mais une fois conçue, elle me hanta, nuit et jour. D'objet, il n'y en avait point. La passion n'y était pour rien. J'aimais le vieux bonhomme, il ne m'avait jamais insulté. Il ne m'avait jamais fait de mal. De son or, je n'avais aucune envie.
crois que c'était son œil. Ouais, c'était cela. L'un de ses yeux ressemblait à un œil de vautour. Un œil bleu pâle, avec une taie dessus. Et chaque fois que cet œil se posait sur moi, mon sang se glaçait. Et ainsi, lentement, par degrés, je me mis en tête d'arracher la vie à ce vieillard. Et par ce moyen, de me délivrer de l'œil à tout jamais. Non, voilà Luc, vous me croyez fou. Mais les fous ne savent rien de rien. Mais si vous aviez vu avec quelle sagesse je procédais, avec quelle précaution, avec quelle prévoyance, avec quelle dissimulation je me mis à l'œuvre. Je ne fus jamais aussi aimable avec le vieillard que pendant la semaine entière qui précéda le meurtre. Et alors, chaque nuit, juste à minuit, je soulevais le loquet de sa porte et je l'ouvrais. Oh, si doucement. Et quand je l'avais suffisamment entrebâillé pour y passer ma tête, j'introduisais une lanterne sourde, bien fermée, ne laissant filtrer aucune lumière. Puis je passais ma tête. Vous auriez ri de voir avec quelle adresse je passais ma tête. Je la mouvais lentement, très lentement, de manière à ne pas troubler le sommeil du vieillard. Il me fallait bien 1 heure pour introduire toute ma tête à travers l'ouverture, assez avant pour le voir couché sur son lit. Un fou aurait-il été si prudent? Et alors, quand ma tête était bien dans la chambre, j'ouvrais la lanterne avec précaution. Oh, avec quelle précaution! Avec quelle précaution, car la chanière criait. Je l'ouvrais juste assez pour qu'un filet imperceptible de lumière tombât sur l'œil de vautour. Et cela, je l'ai fait pendant 7 longues nuits, chaque nuit, juste à minuit. Mais je trouvais toujours l'œil fermé. Et ainsi, il me fut impossible d'accomplir l'œuvre, car ce n'était pas le vieil homme qui me vexait, mais son mauvais œil. Et chaque matin, quand le jour paraissait, j'entrais hardiment dans sa chambre. Je lui parlais courageusement, l'appelant par son nom d'un ton cordial, m'informant comment il avait passé la nuit. Ainsi, vous voyez qu'il eût été un vieillard bien profond en vérité, s'il avait soupçonné que chaque nuit, juste à minuit, je l'examinais pendant son sommeil.